Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de CEMAWI. Au cas où vous ne nous connaîtriez pas encore, donc CEMAWI, on est une SCOP, on est installé à Grenoble et on est donc une équipe de 6 associés qui pratiquent la gouvernance partagée. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du feedback. Comment est-ce qu'on fait un vrai feedback? Quel peut être l'usage en équipe dans les relations interpersonnelles? Est-ce que c'est uniquement un manager qui propose un feedback? Est-ce qu'on est obligé de l'accepter? Comment est-ce qu'on peut en formuler un? Pour parler de ce sujet-là, on est avec Juliette Brunery. Alors Juliette, super, voilà, tu as activé ta caméra. Super, tu as le son aussi, impeccable. Et donc, on va être ensemble 1 heure pour parler de ce sujet. Pour information, le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay dans quelques jours. Et je remercie tous les participants d'être déjà aussi nombreux à nous rejoindre. Vous pourrez utiliser le module Q et R qui se trouve dans l'interface de Zoom pour poser vos questions. Je les intégrerai à celles que j'ai préparées pour qu'on dresse ensemble on explore ce sujet du feedback et je les adresserai à Juliette. Juliette, pour commencer, est-ce que tu veux bien peut-être dire un mot, te présenter et après on passera aux questions. Oui, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Juliette Brunery, je fais partie des 6 associés salariés de notre SCOP et j'accompagne des équipes sur les sujets du management, de la gouvernance partagée. Et en fait, le feedback fait partie des outils qu'on utilise, nous, beaucoup en interne chez nous, pour s'aider notamment à s'améliorer, à progresser et avoir toujours le souci de se donner des informations régulièrement, les uns les autres, pour s'aider à s'améliorer mutuellement et puis avoir conscience de la façon dont les autres nous perçoivent aussi. Voilà, donc c'est un sujet que je pratique régulièrement, que j'aime beaucoup, sur lequel je suis moi-même en évolution permanente et sur lequel j'avais moi-même des croyances. J'étais à peu près persuadée que je savais faire un feedback avant de découvrir que, en fait, le feedback, c'est une méthode et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci. Justement, je te propose qu'on commence en dressant un peu le paysage et soyons précis sur les mots, sur les termes qu'on emploie. C'est quoi un feedback? Oui, tout à fait. Donc un feedback, l'idée, vous l'aurez compris, c'est un mot anglais. L'idée, c'est de se concentrer sur quelque chose qui vient de se terminer, qui vient de se passer, dans un futur plus ou moins proche. En général, un feedback est efficace quand il est fait par rapport à un passé, pardon, pas un futur, excusez-moi, par rapport à un passé qui n'est pas trop lointain. Plus on s'éloigne du passé, plus vous allez voir que la méthode n'est pas forcément très adaptée. Et donc l'idée d'un feedback, c'est vraiment pour quelqu'un qui le donne, c'est de se mettre au service de la personne à qui il va le donner. Et pour donner un feedback, il faut normalement ne pas avoir d'attente envers cette personne. C'est-à-dire qu'on se met dans une posture où on va l'aider et on ne va pas attendre un résultat ou une prochaine action de cette personne. Ça, c'est très important. C'est ce qui d'ailleurs est souvent pratiqué dans ce qu'on appelle conventionnellement le feedback et qui en réalité relève d'une autre notion qui s'appelle le feed-forward, qui n'est pas du tout la même chose et qui, elle, consiste plutôt à se baser sur ce qu'on a observé du passé pour proposer des points d'amélioration pour le futur. Ça, c'est la principale différence sur laquelle je vais vous éclairer aujourd'hui et qui me semble vraiment importante parce que, en général, le feed-forward, c'est ce qui est pratiqué le plus couramment et qu'on appelle feedback alors que ça n'en est pas en réalité. Donc, si on définit bien les termes, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ce qu'est un feedback et ce qu'est un feed-forward? Oui. Alors, un feedback, c'est vraiment partir d'un contexte précis et de quelque chose une personne qu'on a observée pour lui livrer des informations qui vont l'aider à voir la façon dont on la perçoit. Et après, c'est à la personne elle-même éventuellement de décider s'il y a des prochaines actions qu'elle peut mettre en place pour améliorer certains points qui la concernent. Tandis que le feedback, c'est beaucoup plus se mettre dans une posture où on explique à quelqu'un ce qu'on a perçu et où éventuellement on lui fait des suggestions ou des demandes pour l'avenir de points d'amélioration que la personne doit mettre en place. Donc le feedback suppose qu'on a quand même une attente envers la personne à laquelle on propose de faire un feed-forward. Alors que le feedback, c'est vraiment se mettre au service de l'autre.
Ok, merci pour la précision. Donc, feedback, on regarde vers l'arrière, vers ce qui s'est passé. Et un feed-forward, c'est peut-être plutôt une posture de conseil, du coup, pour se projeter dans l'avenir. Oui, ça peut être du conseil ou en fait, ça dépend de la nature du feed-forward qu'on a envie de donner. Ça peut être soit du conseil, soit de la suggestion, soit de la proposition. Le mot conseil, je le trouve délicat parce que souvent, c'est associé à une idée qu'on sait mieux que l'autre ce qui est bon pour lui. Et moi, cette idée-là, je m'y connecte moins. Donc, je préfère l'idée de proposer ou de suggérer une bonification sur une façon de faire et laisser libre la personne de décider si elle a envie de le mettre en place ou pas. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est là que la différence se situe. Ok, merci. Et du coup, tu nous as parlé de méthodes pour faire un feedback. Est-ce que tu saurais nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'on formule un feedback? Oui. Alors, sur la méthode, celle qu'on pratique nous et la seule que je connaisse sur la méthode du feedback, l'idée déjà, c'est au démarrage du feedback, de s'assurer que la personne à qui on va le faire est en mesure de le recevoir. Ça, c'est vraiment important. Si on propose à quelqu'un de lui faire un feedback et que la personne n'est pas dans un moment qui lui convient, c'est super important d'arriver à détecter ça au démarrage de l'échange. Donc, on peut vraiment poser la question directement, est-ce que tu te sens disposé à recevoir mon feedback? Si la personne dit non, c'est quand même mieux de décaler et de trouver un moment plus opportun pour elle. Donc ça, c'est le premier élément de cadre euh, qui est vraiment important à prendre en compte. Parce que ce dont il faut avoir conscience, c'est recevoir un feedback, c'est aussi accepter de recevoir les observations de quelqu'un d'autre. Et on sait très bien que la personne va parler de nous, enfin de soi-même. Donc il faut être dans une disposition d'écoute, il faut être bien avec ça. La deuxième chose, c'est de reposer le contexte. Quand on donne un feedback à quelqu'un, c'est vraiment important de lui dire je te donne ce feedback dans tel contexte. Le contexte, ça peut être suite à la réunion de 2 heures que tu as animée ce matin. Ça peut être, je ne sais pas, suite à la conférence que tu as animée la semaine dernière. Et c'est vraiment important de requalifier la période temporelle sur laquelle on va faire le feedback. On peut imaginer de faire un feedback sur une période plus large. On peut dire, je te propose de te faire un feedback sur ta gestion de projet des 2 dernières semaines et ce que j'ai pu en observer. C'est tout à fait imaginable. Du moment que c'est dit au démarrage de la séance, c'est ça le plus important, c'est que la personne qui reçoit le feedback, du coup, elle a bien conscience de ce sur quoi elle va recevoir le feedback et c'est pas un truc flou où on mélange plein d'idées comme ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça fait partie du cadre de démarrage. Donc la pose du contexte et vérifier que la personne est bien disponible pour recevoir le feedback. Ensuite, on peut démarrer assez rapidement sur ce qu'on a observé, nous, en tant qu'individus. Quand je dis ce qu'on a observé, on n'a pas forcément que ce qu'on a observé de la personne. Par exemple, si je te fais un feedback à Sarah sur ta facilitation de la dernière réunion, je vais commencer par reposer des faits qui ne te concernent pas forcément que toi. Par exemple, la réunion, elle a duré 2 heures. Je me souviens que c'était juste avant manger. Ça peut être des éléments qui influencent la perception et qui influencent ce qui s'est produit pendant la réunion, par exemple. Donc, c'est intéressant de les remettre. Après, ça peut être aussi des choses qu'on a observées sur la personne à qui on fait un feedback. J'ai observé que tu étais souriante. J'ai observé que tu avais l'air à l'aise, que tu prenais le temps de respirer, de réfléchir. Voilà, ça peut être tout un tas de choses qui relèvent vraiment du factuel, soit sur le contexte global et les autres participants, et en complément sur la personne à laquelle on fait un feedback. Pourquoi ça, c'est important? Parce que ça permet d'éviter d'injecter déjà à ce stade-là des jugements qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. Et dans le feedback, ça, c'est vraiment une notion qui est très importante, c'est-à-dire que insérer un jugement qui nous appartient, il faut vraiment avoir conscience que c'est une façon d'influencer et qu'on ne rend pas forcément service à l'autre. Et quand on est dans une posture de donner un feedback, l'idée, c'est vraiment de se mettre au service de l'autre. Donc, on va essayer d'injecter le moins possible de jugement personnel dans ce qu'on va donner à la personne. Donc, une fois qu'on a résumé tous ces faits de la façon la plus factuelle possible, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a vraiment un pont très intéressant avec la communication non violente sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on liste des faits en essayant de ne pas insérer des jugements dedans. C'est exactement le même principe que l'étape 1 de la CNB, si vous connaissez cette notion-là. Donc, c'est quelque chose auquel vous pouvez vraiment vous référer fortement. Ensuite, après les faits, vient éventuellement ce que nous, on a pu ressentir en tant que personne. Et là, ce qui est intéressant, c'est
on a le droit d'avoir ressenti ce qu'on a ressenti, ça, c'est pas du jugement. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, le fait que Sarah soit souriante et détendue pendant la facilitation de sa réunion, moi, ça m'a fait ressentir de la sérénité. Je me suis sentie sereine. Et en fait, mon ressenti, il est connecté à des faits qui sont réels et qui ne sont pas interprétés. Et en faisant ça, je donne une information à Sarah où je lui dis, c'est parce que tu as fait comme ça que moi, ça m'a fait ressentir ça. Donc finalement, ça n'est pas une critique positive, c'est vraiment factuel. C'est-à-dire que c'est basé sur une réalité. Et je ne vais pas lui dire, c'était très bien. Je lui dis, comme tu étais souriante et détendue, moi, ça m'a fait sentir sereine et du coup, je me sentais bien. Ce qui n'est pas du tout pareil que de féliciter quelqu'un pour sa facilitation. Ça aussi, c'est une notion importante en feedback. Et ça marche pareil pour la critique. C'est-à-dire que si je dis, tu as démarré ta réunion avec le visage qui avait l'air crispé, les sourcils froncés, et je sentais que tu avais du mal à respirer, que tu étais stressé. Si je lui dis, c'est pas bien, c'est une forme de jugement. Par contre, si je lui dis, j'ai ressenti une forme d'empathie pour toi et ça m'a créé un stress, j'avoue que j'étais pas très à l'aise. Ça concerne que moi. Et en fait, je lui donne une information. Ça veut pas dire que je juge comment on l'a fait, mais ça a provoqué une émotion en moi. Et ça lui fait, c'est un retour précieux pour la personne à qui je fais mon feedback parce que ça lui fait prendre conscience de ce qu'elle fait elle, quel genre de répercussions ça peut avoir sur la personne qui est en train de lui faire un feedback. Et ça, c'est pas du jugement, c'est vraiment mon ressenti ne regarde que moi et on ne peut pas le remettre en question. Et les faits que j'ai observés pendant la réunion, on ne peut pas les remettre en question non plus. Et ensuite, en général, un feedback peut s'arrêter là. On peut éventuellement donner son avis sur une situation et dire, je ne sais pas, le stress que j'ai ressenti, je pense que je n'étais pas le seul à le ressentir et reboucler sur des faits. Parce que j'ai observé que, je ne sais pas, un des participants a arrêté de te regarder et s'est mis à gribouiller sur son cahier. Ça me fait dire que peut-être que lui aussi, il n'était pas très à l'aise. Et donc voilà, ça peut permettre d'élargir et de donner son avis sur autre chose, mais on ne termine pas un feedback avec une demande en disant « la prochaine fois, j'aimerais bien que tu sois souriante et détendue ». Ça, ce n'est pas du feedback. Voilà pour la méthode. Donc, si je résume les étapes que tu nous as citées, en premier, il y a vraiment cette idée de s'assurer que la personne est disponible pour recevoir un feedback, poser un contexte avec des éléments factuels et positionner dans le temps la période qu'on analyse pour faire ce feedback, et rapporter avec des éléments bien factuels de ce qui a été observé, quitte à mettre en face un ressenti. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'à la suite d'un feedback comme ça, tu vois ce moment avec une suite? Est-ce que ça se termine froidement comme ça? Est-ce que c'est plus une occasion de dialogue? Comment est-ce que tu vois la suite de cet élément méthodique? Alors oui, ça peut être l'occasion d'un dialogue et je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est d'être OK sur le fait qu'on clôture le feedback. Et ça ne nous empêche pas d'enchaîner sur autre chose ensuite. Mais si je te fais un feedback, Sarah, que je termine avec mon avis et qu'on continue à échanger sur la situation, on est en train de sortir du feedback et on est déjà sur une autre énergie, c'est-à-dire presque une forme de feed-forward, c'est-à-dire qu'est-ce que tu pourrais faire mieux la prochaine fois pour que ça se passe mieux pour moi. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le nommer et on a le droit d'enchaîner sur un feed-forward après un feedback si la personne qui le reçoit est disposée à switcher d'énergie et à passer là-dessus. Mais je pense que vraiment, c'est important quand on termine de faire un feedback, de dire, voilà, mon feedback est terminé. Est-ce que tu as envie de me dire ce que ça te fait ressentir? Est-ce que tu en penses? Pas de problème, mais juste nommer le fait que ce processus-là, pour nous, est fini. Et qu'on ne va pas dialoguer et réargumenter tout ce qui vient d'être dit. Éventuellement, s'il y a des besoins de questions de clarification sur un point qui n'était pas clair, ça peut arriver avant la clôture en elle-même du feedback. Si toi, Sarah, tu dis, là, tu m'as parlé de faits, je n'ai pas très bien compris de quel fait tu parlais, est-ce que tu peux revenir plus en détail là-dessus? Pas de problème, je peux revenir plus en détail là-dessus, mais une fois qu'on a fait ça, c'est bien de clôturer la partie feedback. Ok, merci. Est-ce que tu vois d'autres ingrédients pour faire un bon feedback, si on peut parler comme ça, qui seraient nécessaires pour qu'il y ait un bon feedback entre deux personnes? Un des ingrédients qui me semble important, c'est, j'ai envie de dire, de savoir pourquoi on propose de faire un feedback à quelqu'un.
Si on se dit, bah là, il me semble que j'ai observé un truc vraiment qui est limpide pour moi, je pense que ça peut lui rendre service. Ça, c'est un bon ingrédient pour faire un feedback. Par contre, si la personne a fait quelque chose qui nous a activé une émotion un peu forte, je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre que le format feedback soit le bon pour aller dire à quelqu'un l'émotion forte qu'on a ressentie, éventuellement la gêne et ce que ça a créé pour nous. Parce qu'en fait, normalement, dans un feedback, il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment une conversation, c'est je livre une information à quelqu'un pour l'aider à élargir sa perception de lui-même et à décider s'il a envie de changer quelque chose chez lui ensuite. Si on est activé émotionnellement et que ça crée une tension de l'ordre de l'interpersonnel, par exemple, je pense il faut faire attention, il ne faut pas faire un feedback à ce moment-là. On peut le faire plus tard, peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres façons de traiter ce genre de tension-là. Donc, les bons ingrédients, je pense, c'est vraiment d'être serein dans le feedback qu'on a envie de donner. Il y a un autre ingrédient aussi qui est important pour démarrer une démarche de feedback, c'est de ne pas non plus se mettre trop la pression. C'est-à-dire que si demain matin, vous voulez faire un feedback à un de vos collaborateurs, si au début, la méthode, vous la trouvez difficile, ce n'est pas grave, il faut bien commencer par quelque chose. Et je pense qu'il ne faut pas se dire tout de suite qu'on va atteindre le Graal et que ça va être parfait. Mais si on se met à faire l'exercice, peut-être qu'il faut avoir conscience ensemble de la méthode qu'on va tenter d'utiliser et vérifier que c'est OK pour l'autre. Donc, il y a vraiment une notion de... Les deux personnes sont impliquées dans un feedback. Celle qui le donne, donc du coup, celle qui le donne doit vraiment se sentir à l'aise pour le donner, et celle qui le reçoit doit vraiment être honnête avec elle-même et avec l'autre pour signaler si oui ou non elle est en mesure de recevoir ce fameux feedback. Et dire oui, je me sens capable, alors qu'en vrai, on ne se sent pas capable. Je pense que ça peut être un élément qui peut vraiment déterminer la qualité d'écoute. Donc, pour moi, il y a ces deux ingrédients-là. Un autre ingrédient que je vois, c'est l'environnement dans lequel on fait un feedback. Je pense qu'au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est important d'avoir un environnement physique, un lieu où on est tranquille, où il n'y a pas des gens qui font des allées et venues, où il n'y a pas forcément de troisième personne qui écoute. Enfin, ça dépend des contextes, mais moi, j'imagine pas trop le feedback comme avec quelqu'un qui est en observation et qui ne dit rien. C'est une question de confiance entre deux personnes qui se transmettent des informations. Voilà. Et ensuite, peut-être sur le temps qu'on prévoit aussi. Si on a envie de faire un feedback à quelqu'un en 10 minutes entre deux réunions, faut avoir conscience que ça va être speed et que c'est OK si on a l'habitude et que c'est sur un petit point et qu'on se dit que ça va être que c'est convenu entre nous et de se dire tiens, moi je te propose de te faire des feedbacks à la fin de chacune des réunions que tu animes, par exemple sur tel sujet. Si c'est convenu entre vous que le format est court et que ça peut être fait de manière très efficace, c'est OK. Mais si c'est sur un sujet un peu plus gros, je pense qu'il faut vraiment prévoir du temps. Alors, j'ai pas une recette magique sur le temps qu'on prévoit, mais si c'est juste 10 minutes, un quart d'heure, ça me paraît un peu court. Pour pouvoir éventuellement échanger ensuite si la personne qui reçoit le feedback en éprouve le besoin. Merci. Tu as dit tout à l'heure que du coup, c'était bien d'avoir conscience qu'on employait une certaine méthode pour faire un feedback. Est-ce que c'est nécessaire que la personne qui donne et la personne qui reçoit connaissent la méthode ? Oui, alors je pense que même si on est par exemple dans une situation où celui qui donne le feedback maîtrise la méthode et celui qui le reçoit ne la maîtrise pas, il me paraît quand même très important en démarrage de session de vérifier, celui qui donne le feedback vérifie que celui qui le reçoit connaît la méthode, et dans le cas où il ne la connaît pas, au moins qu'il lui fasse un petit topo rapide de comment ça se passe, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ou d'interprétation de la personne qui reçoit. Et je pense que ça peut être fait rapidement, ça coûte rien, au contraire, je pense que ça fait gagner en compréhension pour les deux personnes. Et voilà, sans que la personne qui reçoit la maîtrise, de toute façon, en le vivant, en l'expérimentant, il y a un aspect très modélisant quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mieux apprendre qu'en le faisant. Parce que la théorie sur du papier, c'est bien joli, mais quand on ne l'a jamais vécu, c'est vrai que on peut l'intellectualiser, mais pas savoir vraiment à quoi ça ressemble. Alors que moi, je pense que c'est la meilleure des façons d'apprendre. On me briefe juste 5 minutes en me prévenant, en me disant tu vas voir les phases, c'est ça, ça, ça. Je te propose qu'on y aille direct et qu'on applique la méthode. Là, ça devient modélisant tout de suite parce qu'on reçoit un feedback qui est fait comme ça en tant que personne, et on observe et on apprend en recevant aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise des deux côtés.
Voilà. Et même si c'est 2 débutants, on peut s'essayer. On peut aussi se faire des feedbacks sur des sujets qui ne sont pas des sujets… on peut se faire des feedbacks sur des sujets, j'ai envie de dire légers, même si ce n'est pas le mot le plus adapté, mais voilà, pas des sujets où il y a de l'émotion, où il y a un gros enjeu de montée en compétences ou un enjeu hiérarchique. Au début, ça peut être des petits sujets. Et d'ailleurs, je pense que c'est mieux que ça soit des petits sujets. J'entends que tu nous dis que pour s'approprier cette méthode, il faut pratiquer plus que se documenter, si je grossis un peu le trait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ta manière de le pratiquer? Oui, avec plaisir. Je le pratique de plein de façons. Il y a une chose que j'aime faire, moi, particulièrement, c'est j'aime bien faire du feedback à chaud, entre guillemets. J'aime bien me dire, tiens, là, en fait, juste pour vous recontextualiser, dans notre équipe à Semaoui, on a décidé de mettre ça en place tous ensemble. Donc, on a quand même une culture commune où on est dans une énergie où on est d'accord pour se dire que régulièrement, on se fait des feedbacks les uns les autres. Donc ça, déjà, c'est aidant parce que il n'y a pas de réticence de prime abord d'un des membres de l'équipe qui n'a pas envie de recevoir de feedback. Voilà. Ça, c'est un élément de contexte qui est important, je pense. Du coup, en tout cas, moi, personnellement, je ressens vraiment une liberté dans le fait de me dire tiens, j'ai observé que cette personne-là, elle est en train de monter en compétence là-dessus. Je sais qu'il y a tel créneau auquel je vais contribuer tel jour. Et au démarrage du créneau, je me dis, si je me mettais en posture d'observation pour pouvoir livrer un feedback à la personne ensuite. C'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce que j'en suis en mesure de… Quand je sens que je suis en mesure de, je me dis, OK, c'est parti, je contribue au créneau et je me mets vraiment dans une posture d'observation. Je ne le dis pas forcément, mais je me le dis à moi-même. Donc, j'ouvre mes écoutilles sur la personne et sur les autres. Et après, une fois que le créneau est terminé, en général, je signale à la personne que je peux lui faire un feedback si elle le souhaite, tout en ayant conscience que si la personne me dit non, j'aurais observé que je ne ferais pas de feedback, mais en fait, ce n'est pas grave parce qu'en fait, je me mets au service de la personne. Donc, si elle n'a pas envie, il ne faut pas que je me vexe, en fait. Donc ça, déjà, ce principe-là, pour moi, il est accepté. Donc, je signale à la personne, je suis en mesure de te faire un feedback quand tu le souhaites. Et en général, je laisse la personne le choix. Soit je te le fais tout de suite là à la sortie de la réunion parce que c'est vivant pour toi, c'est vivant pour moi, on était dedans et hop, on peut continuer sur cette lancée-là. Soit la personne me dit, là, pour moi, c'est pas le bon moment, j'ai besoin de me reposer un peu et on en reparle quand on veut. Et dans ce cas-là, je laisse la personne revenir vers moi pour me signaler le moment où elle a envie de me faire un feedback. Et si je sens que le temps s'écoule et que du coup, mon feedback va perdre en pertinence, en général, je me permets juste de le dire pour rappel, je t'avais proposé un feedback, tu n'es pas revenu vers moi. Est-ce que ça veut dire que tu veux vraiment pas ou est-ce qu'on le décale et si oui, à quand? Donc ça, c'est une première pratique. Et les sujets, peut-être je peux dire quelques mots sur les sujets des feedbacks. C'est vraiment un outil que j'utilise pour plein de sujets. Ça peut être pour quelqu'un qui a un rôle… nous, on est très adepte de la facilitation de réunion et on a vraiment envie de monter en compétence là-dessus. Donc, et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on monte en compétence, c'est nos feedbacks croisés. Donc, c'est vraiment ça, c'est un vrai sujet sur lequel on fait souvent du feedback. Actuellement, on fonctionne en gouvernance partagée avec Holacracy et on utilise le feedback pour se faire des feedbacks sur nos rôles, la façon dont on énergise nos rôles. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement aussi. Voilà, essentiellement, c'est vraiment les 2 sujets principaux sur lesquels je vois du feedback. Et parfois, je peux utiliser aussi le feedback dans mon rôle, quand j'ai un rôle de lead sur un projet. Je peux utiliser mon feedback pour une personne sur un bout du projet ou sur une période un peu plus longue. Si j'observe quelque chose de récurrent et qui pour moi est significatif, que je me dis ça pourrait aider la personne de lui faire cette remontée-là, je peux m'en servir dans ce cadre-là, dans le cadre de la gestion de projet. Et est-ce que ça t'arrive à toi de demander du feedback aussi? Oui, bien sûr, ça m'arrive de demander du feedback. Ça m'arrive en général quand moi-même je sens que sur certains sujets, j'ai des points où j'ai envie d'aller plus loin, où j'ai envie que ça soit plus fluide, où j'ai ressenti des petites choses qui coinçaient, soit qui manquaient de clarté,
soit qui pour moi n'étaient pas très confortables. J'essaye de me connecter vraiment à ce qui est vivant à l'intérieur de moi et de me dire, OK, alors si là, il y a un truc qui n'est pas très clair et qui mérite un regard extérieur, c'est qu'à mon avis, j'ai besoin d'un feedback. Et ce que j'aime bien faire, je crois, j'aime bien, soit il y a des contextes où je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un feedback de cette personne-là, de l'équipe, parce que je connais sa personnalité, je connais sa compétence sur ce sujet précis, et c'est le feedback de cette personne-là dont j'ai besoin. Et il y a d'autres moments où c'est plutôt, là, il y avait plein de participants à ce moment de travail, et j'aimerais bien avoir un feedback de qui a envie de m'en donner un, parce que ça, c'est important aussi, c'est d'avoir conscience que quand on demande un feedback, il faut que la personne qui le donne, elle ait envie de donner le feedback, parce que ça marche dans les deux sens, en fait. Donc, si moi, je demande un feedback à quelqu'un qui me dit non, je n'ai pas spécialement envie de te le donner, il faut aussi que je sois capable d'accepter qu'on me dise non. C'est un contrat entre deux personnes, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Sarah. Ah ouais, ça répond bien. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux participants que vous pouvez poser vos questions si vous avez des interrogations sur le sujet, si ça fait émerger des choses de votre côté, n'hésitez pas à utiliser le pavé conversé pour adresser vos questions à Juliette. Je les lui poserai par la suite. Ouais, Juliette, j'ai d'autres questions pour toi encore. Tu nous as parlé un petit peu de ta pratique et à quel point tu pouvais aller chercher le feedback d'une personne en particulier. Est-ce que tu verrais un risque dans une organisation à ce que le feedback, un collaborateur, aille chercher du feedback uniquement auprès d'un manager, par exemple? Comment est-ce que tu fais ce lien avec la position hiérarchique et le fait de recevoir ou donner un feedback? Ouais, je pense à des enjeux aussi hiérarchiques et commerciaux, par exemple, ou ce genre de choses. Oui, et en effet, tu soulèves un point qui est important. Je pense que la diversité des feedbacks est importante, de pouvoir recevoir des feedbacks de différents membres de l'organisation qui ont chacun une position différente et dont il ne faut, je pense, pas se détacher. Recevoir un feedback de son manager, évidemment, ça n'est pas pareil que recevoir un feedback d'un collaborateur qui est au même niveau que soi. Et ça, c'est pas un truc à masquer. Je pense que c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Aller chercher du feedback auprès d'un manager, moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Et ce que je trouverais intéressant, c'est de se dire que ce manager peut aussi aller chercher du feedback auprès de son équipier, enfin de la personne qui l'a sollicité. Et je pense que quelque part, là où je vois un risque, en effet, c'est que s'il n'y a jamais de feedback, les feedbacks seront toujours dans le même sens. Ça, je pense que il faut faire attention à ça parce que il faut vraiment se questionner, ok, si je vais toujours chercher un feedback de cette personne-là qui est mon supérieur hiérarchique, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un feedback au fond? Est-ce que j'ai pas plutôt besoin d'un feed-forward? Qu'on me donne des conseils sur comment faire mieux? Est-ce que je vais chercher de la réassurance? Est-ce que je vais chercher une validation? Voilà, et ça dépend des organisations et des modes de management et des modes relationnels entre les personnes, entre les individus, parce qu'il y a aussi des enjeux de relations entre deux personnes. Ouais. Et après, s'il y a un besoin, je pense que s'il y a un besoin régulier, en fait, c'est quelque chose qui peut être acceptable, mais c'est un peu comme quelque part, ça ressemble presque à un contrat de coaching, j'ai envie de dire. C'est si on part sur du feedback régulier sur un sujet dont on a conscience qu'il est à travailler, il faut vraiment poser le cadre, je pense. C'est-à-dire, on se met d'accord, je te fais des feedbacks tous les mois sur tel sujet, parce que ça t'est utile, je me mets à ton service et j'ai bien conscience que ce sont des feedbacks que je te fais qui ne sont pas suivis de demandes et que je fais ça à ton service et que je t'observe. Là, dans ce cas-là, je peux trouver ça pertinent d'avoir une régularité. Une autre question tu parles de ta pratique qui est partagée avec l'équipe de faire des feedbacks croisés. Est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'apporte peut-être avec ta casquette d'associé au sein de l'organisation? Oui.
Déjà, moi, de recevoir des feedbacks de plusieurs de mes associés, c'est vraiment un éclairage. En fait, c'est un éclairage qui permet de prendre du recul et d'avoir conscience qu'il y a autant de ressentis que de personnes. Donc, les mêmes faits observés peuvent ne pas activer du tout la même chose chez mes différents associés. Et ça, c'est une information qui est importante, déjà pour moi, pour mieux connaître chacun de mes associés. Et ensuite, pour me dire que si je déclenche différents ressentis chez différentes personnes, c'est peut-être que même si je le déclenche, le point à travailler ne vient pas forcément de moi. Donc ça, c'est une information qui est intéressante. Et puis le fait d'avoir, dans le fait que ça soit croisé, je vois deux choses, c'est en recevoir de plusieurs personnes et en recevoir et en donner, avoir les deux postures. Et en fait, le fait d'en recevoir et d'en donner, de connaître les deux postures, de connaître ce que ça fait d'avoir l'écoute et l'ouverture d'en recevoir, et de connaître ce que ça fait d'avoir la posture d'observation et d'avoir la délicatesse de le donner, c'est très enrichissant parce que comme on connaît les deux positions, comme moi, j'ai conscience de ce que c'est que d'avoir les deux positions, je peux rentrer en empathie autant quand je donne le feedback à quelqu'un que quand je le reçois. Et je pense que ça améliore grandement la qualité de la connexion qui se crée entre les deux personnes à ce moment-là. Et comme on est des associés salariés dans une scope et qu'on a une façon de travailler qui est très intégrée avec beaucoup de transparence, je pense que le feedback, pour nous, c'est ce qui contribue aussi à faire tenir cet ensemble de choses. Si on n'avait jamais aucun retour sur ce qui est observé des autres qui nous concerne et ce que ça leur fait ressentir, c'est un peu comme naviguer dans le noir, quoi. On ne sait pas trop ce que ça peut créer chez les autres. Donc pour nous, c'est vraiment précieux. En tout cas, pour moi, ça l'est. J'entends qu'il y a cette notion d'ajustement dans la posture suite à un feedback que tu aurais pu recevoir. Est-ce qu'il y a des choses concrètement que tu as adaptées ou des changements que tu as mis en œuvre suite à un feedback que tu aurais pu recevoir? Oui, je pense déjà avoir fait ça. Notamment quand je me rends compte que mon intention crée un ressenti opposé à ce que je recherche. Notamment, par exemple, dans le cadre de la facilitation en holacratie, c'est une facilitation qui est très particulière parce que c'est une facilitation qui est à la fois avec une forme d'autorité. Le facilitateur du cercle, j'ai fait beaucoup de facilitation pour Semawi. Et en tant que facilitatrice, il faut que je sois à la fois maître du processus et que je cadre et que je sécurise. Et en même temps, ce n'est pas à moi de comprendre les problématiques qui sont amenées par les participants. Et en fait, pour accéder à ce niveau de compréhension-là, il m'a fallu plusieurs feedbacks de l'équipe parce que j'avais, dans mon démarrage de facilitation, tendance à mélanger les deux. C'est-à-dire que je me disais que, par exemple, pour bien faciliter un point de gouvernance en holacratie, il fallait absolument que j'ai tout compris de l'attention qui m'est amenée par la personne. Alors qu'en réalité, plus je suis impliquée dans la tension et plus je la comprends, moins j'ai la distance et le recul nécessaire pour bien jouer mon rôle de facilitatrice. Et en fait, j'ai reçu plusieurs fois du feedback là-dessus des membres de l'équipe qui me disaient j'ai la sensation que tu cherches vraiment à creuser et à comprendre ce que j'amène. Et en fait, je me suis rendu compte que le ressenti, ce n'était pas forcément celui que je voulais créer, avec parfois des sensations où peut-être que j'allais trop loin dans la compréhension et que du coup, je me déplaçais de mon rôle et que je prenais trop de place alors que mon rôle, ce n'est pas ça. Et ça, je pense que ça m'a vraiment permis de m'améliorer, de prendre un peu de recul et d'être plus focalisée sur le process plutôt que sur la compréhension de ce qui est amené. Merci pour ce retour d'expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire si le feedback, c'est quelque chose à utiliser dans une gestion de projet ou dans un cas concret? Là, on a parlé beaucoup de posture et de manière d'être en équipe de manière générale. Est-ce que tu saurais nous dire si le feedback peut s'appliquer à des retours à faire aux collaborateurs ou collaborateurs aux managers dans le cas de projet? Ou est-ce que ce n'est pas adapté, il faut utiliser autre chose? Oui, je pense que ça peut être adapté et c'est toujours pareil à connecter à ce qu'on attend de cet outil.
Si on se sent capable de faire un retour à quelqu'un avec qui on travaille de manière régulière, en se disant « je pense que mon feedback pourrait l'aider, mais je n'attends rien en retour », je pense que ça peut fonctionner. Et si on a une attente d'amélioration, d'une quelconque forme d'amélioration et une demande à faire à cette personne, eh ben, on peut aussi le faire, mais il faut y aller en ayant conscience que dont on a besoin, c'est de faire un feed-forward et pas un feedback. Et je pense que les deux sont complémentaires. Ça ne veut pas dire que… Moi, je trouve que le feed-forward est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, il y a finalement, dans le feed-forward, ça ressemble à un feedback, c'est juste qu'il y a une étape en plus, on formule une demande en fait pour une amélioration ou un besoin qu'on exprime qui est insatisfait auquel la demande pourrait répondre. Et du coup, dans le cadre de la gestion de projet, oui, ça marche parce qu'en fait, le principe du base du feedback, c'est quand même qu'on s'appuie sur des faits et l'observation de faits. Donc, si on collabore avec quelqu'un sur n'importe quelle forme de projet, c'est très bien, on a toute la matière qu'il faut pour donner un feedback. Sur une période plus ou moins longue, sur un projet plus ou moins gros, plus ou moins petit. Si c'est un très gros projet, ce qui est important, je pense, c'est de donner… peut-être de se dire qu'on peut en faire plusieurs des feedbacks et pas sur les mêmes parties du projet. Pour qu'on ait un contexte bien précis où on n'a pas un espèce de grosse marmite où on fait une grosse ratatouille et on mélange tout, si je peux utiliser une image culinaire. Et une autre question, un feedback, est-ce que ça peut être fait de manière collective? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pense qu'on pratique, sans s'en rendre compte, je dirais pas jusque-là, mais dans notre équipe, ça nous arrive quand même régulièrement de se faire des feedbacks collectifs. Et souvent, ce ne sont pas des feedbacks prévus à l'avance, c'est plutôt que ça émerge à la fin d'un temps qu'on a passé ensemble, où il arrive qu'on soit plusieurs à proposer, à dire si vous le voulez bien, j'ai un feedback à faire. Et d'ailleurs, ça peut être un feedback au groupe. On peut faire un feedback à une seule personne, comme on peut faire un feedback au groupe. Si on a observé une mécanique collective qui s'est produite et qui a engagé plusieurs personnes, on peut faire un feedback à plusieurs personnes en même temps. Merci pour ton retour. J'avais encore quelques autres questions, mais je relance vraiment les participants pour qu'on utilise aussi vos préoccupations. Et donc, magnifique, on en a une qui arrive instantanément. Est-ce que, Juliette, tu peux clarifier le feed-forward? Peut-on parler de feedback en tant que référent d'un salarié de Scope? Nous faisons une collecte des retours de tous les salariés pour un feedback global. Est-ce une bonne chose ou est-il préférable que chaque personne fasse son retour à cette personne? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Je vais répondre à la première, là j'y ai accès à la question. Je vais d'abord clarifier feed-forward et après je tenterai de répondre à la deuxième. Entendu. Donc, le feed-forward, si vous voulez, la méthode, elle ressemble au feedback. Vraiment, la différence majeure, c'est forward, ça veut dire après en anglais. Ça veut dire et après, le prochain pas, c'est quoi? Alors que back, ça veut dire on regarde juste derrière et on observe des faits et ce qui s'est produit. Et en fait, un feed-forward, c'est vraiment connecté aux besoins à une attente. On propose ou on a besoin d'un changement de quelque chose chez quelqu'un. Et les étapes du début sont les mêmes, c'est-à-dire on vérifie que la personne est bien en mesure de recevoir un feed-forward. Est-ce que c'est OK pour toi? Et la personne a conscience que ça veut dire qu'elle va recevoir une phase d'observation sur elle et ensuite potentiellement une demande pour faire différemment, rajouter ou enlever quelque chose. Donc il faut aussi être dans cette disposition d'esprit-là pour recevoir et pour donner, il faut être dans la disposition d'esprit on a une attente et quelque part, il faut un peu l'assumer, cette attente. Il faut être honnête avec soi-même et se dire qu'on a une attente envers cette personne. Et ensuite, les étapes sont les mêmes, c'est-à-dire pour étayer la demande qu'on fait, on se base sur quelque chose de factuel qu'on a observé. Et ça permet de donner le contexte, en fait, d'alimenter pourquoi on va en arriver à une demande et pas juste de dire j'ai une demande à te faire, quand tu fais ça, ça ne me va pas et je te demande de faire autrement. Je caricature, mais en gros, c'est ça. C'est avant d'arriver là, on dit j'ai observé ça, ça, ça. Moi, ce que ça me fait ressentir, ça ressemble à ça. Je crois que j'ai vraiment besoin que, je ne sais pas, nos réunions, elles se passent dans un climat
sécurisé et calme, et que quand tout le monde se coupe la parole, ça me va pas. Et du coup, si j'ai une demande à faire, c'est est-ce qu'on peut, je sais pas, mettre en place un bâton de parole dans nos prochaines réunions, par exemple. Et en fait, c'est vraiment ça le feed forward, c'est faire une demande qui amène vers un changement. Et la demande, elle peut être plus ou moins étayée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a besoin que quelque chose évolue qu'on a forcément tout de suite la réponse et qu'on sait ce dont on a besoin. Et ça peut être la base d'une discussion avec la personne. C'est-à-dire, moi, j'ai une demande et je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de mettre en place factuellement pour y répondre, mais j'ai conscience que ma demande, elle tourne autour de tel thème. J'ai besoin qu'on ne se coupe pas la parole. Et après, ça peut engager une discussion avec la personne à laquelle on fait un feed forward et dire est-ce que tu as une idée, toi, de comment on pourrait faire pour ne pas se couper la parole? Et là, on peut engager une discussion. Et donc là, on se positionne vraiment du côté de et après, comment on fait pour que ça change d'une façon qui convienne mieux à nous deux, à moi ou au groupe. Et c'est vraiment ça la différence principale. Donc vraiment, jusqu'à l'étape du ressenti, c'est la même chose. Et après, on complète avec éventuellement en le connectant aux besoins qu'on a et du coup à une demande qui pourrait répondre à ce besoin qu'on a besoin de satisfaire, en fait, comme tous les êtres humains. Voilà pour la première partie de la question. Et pour la deuxième, si la personne qui a posé la question peut juste m'éclairer sur la notion de référent d'un salarié de Scope, ça, j'ai pas compris. J'imagine qu'il doit y avoir un lien hiérarchique. La question est peut-être un peu de savoir est-ce que c'est possible de faire. Ce que je comprends, c'est éventuellement qu'un manager fait une demande de feedback collectif à tous les salariés pour avoir un retour global de tout le monde. Et du coup, est-ce une bonne chose ou est-il préférable que chaque personne fasse son retour à cette personne? Ça dépend de ce que... Moi, je pense que les deux sont possibles. On peut avoir un retour collectif, ça dépend sous quelle forme. Je pense que ce qui est important, c'est que la forme ne permette pas que les uns s'influencent les uns les autres. Je pense notamment à, par exemple, quand on fait un feedback collectif ou qu'on pose quand on fait une demande de feedback collectif, où on pose une question précise à laquelle les gens doivent répondre, et que tout le monde répond dans le même espace, c'est-à-dire on est 5 réunis dans la même pièce et on répond chacun notre tour. Je pense que c'est important d'avoir un temps de réflexion individuelle et que les personnes n'enchaînent pas sur la réponse parce qu'en fait, elles s'influencent mutuellement. Les premiers qui ont parlé ont forcément influencé les derniers qui prennent la parole. Ça, c'est une forme de feedback, mais c'est un feedback qui est, je pense, très partiel et qui, quelque part, est déjà orienté. Et normalement, dans la méthode du feedback, on peut demander un feedback à quelqu'un sur un sujet précis, mais il faut quand même laisser une ouverture. Par exemple, je peux demander à Sarah qu'elle me fasse un feedback sur la façon dont, je ne sais pas, on s'envoie des messages écrits en interne. Je peux faire une demande précise. Mais je laisse la liberté à Sarah ensuite de me dire ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent et ce dont elle a besoin. Donc voilà, c'est là-dessus que je pense que le feedback, il doit être... En fait, s'il est s'il est très orienté, je ne sais pas si c'est vraiment du feedback. C'est plutôt une enquête pour obtenir de l'information. Mais si on parle de feedback au sens de la méthode du feedback, il faut quand même laisser une ouverture pour que les gens puissent faire des contributions ouvertes et ne pas répondre qu'à des questions fermées, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question de... J'espère. Pour aller sur ce sujet de faire des feedbacks collectifs ou alors avoir un moment de feedback collectif dans un temps d'équipe, est-ce que tu trouves que la place d'un facilitateur, d'un maître du temps ou poser le cadre, c'est des éléments qui peuvent faciliter les échanges pendant ce temps d'équipe? Oui, complètement. Je pense que, d'ailleurs, pour une équipe qui débute, avoir quelqu'un qui s'occupe de gérer le cadre, je pense que ça peut être déterminant dans le fait que le moment soit sécurisant pour tout le monde, pour la personne qui reçoit comme pour les personnes qui donnent, de permettre qu'il y ait qu'on ne dévie pas du processus et qu'il y ait une écoute mutuelle. Et vraiment, je pense que le rôle de facilitation est important. En fait, c'est comme dans plein de moments d'échange d'équipe, comme pour les outils d'intelligence collective.
qu'il y ait une facilitation, en général, c'est important. Là, le feedback, c'est d'autant plus délicat que l'idée, c'est quand même de dire ce qu'on a observé chez quelqu'un. Donc, il y a un côté un peu... c'est quand même des personnes qui nous font un retour sur nous-mêmes et ce qu'elles ont observé de nous. Donc, c'est délicat, il faut en prendre soin de ça. Il faut faire attention à ça. Donc, oui, je pense que s'il n'y a pas de maîtrise de l'équipe et que c'est une nouvelle pratique, quelqu'un d'extérieur qui vient sécuriser le moment peut être vraiment important. Surtout s'il y a de la tension ou s'il y a un manque de pratique, pas d'habitude de se dire, de communiquer sur son ressenti ou sur ce genre de choses. Tout à l'heure, quand tu nous as présenté la méthode, tu as insisté sur le fait qu'il n'y ait pas de jugement dans les faits qui sont relatés. Est-ce que tu conseilles de mettre en place vraiment cette observation factuelle Pardon, attends, la question que je veux te poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque, si on enlève tout jugement, de manquer une occasion de féliciter quelque chose qui a été bien fait ou alors de donner moins d'importance à quelque chose qui aurait eu un impact négatif Est-ce que finalement, cette manière de ne pas mettre de jugement lisse le retour que l'on fait, que ce soit en bien ou en moins bien? Oui, je ne sais pas si on peut dire que ça lisse. En fait, la question que je disais tout à l'heure sur le fait d'être prudent dans les jugements positifs ou négatifs qu'on donne à quelqu'un, au sens de la méthode du feedback, moi je pense que si vous éprouvez le besoin de féliciter quelqu'un, il ne faut pas le faire dans un feedback. Ça, c'est un truc qui regarde que vous, la personne. Si vous éprouvez ce besoin de la féliciter parce que vous avez trouvé ça super, vous le faites. Mais ça, ce n'est pas du feedback. Par contre, dans un feedback, quand on dit « je me mets au service de l'autre », c'est-à-dire que je ne suis pas là pour l'influencer, je suis là pour lui dire qu'est-ce que j'ai observé qui soit le plus factuel possible, où j'essaye d'enlever, de dégager mon propre jugement de ce que j'ai observé, et ensuite me connecter à qu'est-ce que moi j'ai ressenti en tant que personne. Et ça, c'est encore une fois une réalité pour moi. Et c'est pas un jugement que je colle sur quelque chose, c'est un truc qui ne regarde que moi. En faisant cette démarche-là et en essayant d'avoir vraiment de la conscience là-dessus, je pense que c'est comme ça qu'on rend service à la personne à laquelle on donne un feedback. Parce que en fait, je pense que c'est la façon la plus sincère qu'on peut. Oui, c'est la manière la plus sincère qu'on peut utiliser de donner une information à l'autre pour lui rendre service. Et je suis convaincue que l'orienter en négatif ou en positif, quelque part, c'est pas forcément lui rendre service. Parce qu'on est. Alors, j'ai conscience que c'est pas facile, ce que je dis. C'est pas une méthode qui se pratique du premier coup, de façon nickel et maîtrisée. Ça demande un apprentissage. Mais en fait, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on recherche. Si je vais féliciter quelqu'un, est-ce que je me mets vraiment à son service et est-ce que j'ai pas une attente derrière qu'elle ait une réaction et qu'elle se sente mieux? Et si j'ai une attente de cet ordre-là, déjà, c'est que j'ai une forme d'attente en fait. J'ai une attente qui est en retour sur le fait que je la félicite. Et donc ça, pour moi, c'est pas du feedback. Merci, j'entends. On va s'empêcher de le faire. J'ai rien contre le fait de féliciter quelqu'un, mais ou alors on le fait en dehors. Quand on a clôturé le feedback, on dit je termine mon feedback et pour info, là on est hors feedback, j'ai envie de te féliciter parce que moi j'ai trouvé ça super et j'ai passé un bon moment et j'ai envie que ça continue. Mais ça c'est en dehors du feedback. C'est une fois qu'il est clôturé. Merci pour cette précision, Juliette. On a le temps de prendre encore une question ou deux, si vous en avez. On est arrivé au bout du stock de questions que j'avais moi-même préparées. Quelque part, moi j'ai envie de te retourner la question, Sarah, vu que tu es là et que toi aussi tu as envie des feedbacks. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager sur ce sujet-là, je sais pas, un retour d'expérience ou quelque chose qui ressort de tout ça pour toi ou... Moi, je me sens assez chanceuse en fait quand je peux recevoir un feedback. Je
je me sens la plupart du temps assez disponible pour en recevoir. Et même si voilà, ce qui en sort peut être des choses où je me dis que là, j'ai des points d'amélioration ou des choses que j'aimerais changer dans ma manière de faire, bah, je trouve que c'est un beau cadeau et que c'est une belle opportunité, en fait, quoi qu'il en, quoi qu'il en sorte. Peut-être que c'est un peu un chemin de vie, je ne sais pas. En tout cas, je me suis rendu compte que dans ma manière de formuler des feedbacks, ben, moi aussi, j'ai cheminé et qu'au début, je me suis dit que j'allais faire des super feedbacks vraiment parfaits à l'équipe. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'en faisais pas parce que je me rendais compte que j'avais pas la disponibilité intellectuelle ou j'avais pas eu une attention vraiment importante lors du moment pour faire un feedback à quelqu'un. Et du coup, j'en ai fait beaucoup moins. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ça, j'ai un peu abaissé mon attente et l'exigence sur le niveau que devait avoir un bon feedback. En disant, en fait, je pense que j'ai quand même des choses intéressantes qui peuvent faire progresser mon coéquipier ou mon partenaire ou le client avec qui je travaille. Donc, je vais faire quelque chose qui est peut-être pas parfait, mais je vais oser, je vais essayer. Et c'est en faisant vraiment que ça vient. Et c'est un peu ça que j'ai envie de me pousser à faire. C'est vraiment voilà, de faire plutôt que d'imaginer le feedback parfait. Et ce que j'apprécie dans cette méthode-là, c'est que ça crée une occasion de dialogue, d'avoir un temps qui est permis pour te faire un retour sur une situation, échanger sur un cas précis et peut-être après on peut terminer ce feedback et se garder encore un quart d'heure dans le temps qu'on avait prévu dans nos agendas pour digresser, aller un peu plus loin, pousser sur un feed forward et voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer une pratique ou traiter une erreur. L'idée est vraiment de profiter de cette occasion pour transformer. Et d'autres fois, il n'y a rien qui se transforme, mais il y a juste un message qui est passé. Et ça peut être un moyen aussi d'avoir un autre point de vue, d'assainir un trouble, quelque chose où on ne s'est pas compris avec quelqu'un. Donc ouais, est-ce que j'en ressors assez grandi et je me sens assez dans une posture voilà, d'écoute et de gratitude quand j'en ressors. Merci pour ton partage. Alors, il y a 2 questions qui nous arrivent. Avez-vous des pistes pour commencer à amener le feedback dans une équipe non sensibilisée à cela? Juliette, est-ce que tu saurais nous répondre à Cécile sur cette question? Oui, je pense que nous, on a commencé comme ça. On s'est fait une session où on s'est dit, on va décortiquer ensemble la méthode du feedback et comment on fait. On va essayer d'échanger sur ce qu'on a compris de comment ça marchait. Et on s'est mis à pratiquer en équipe, mais tous ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on sait que mardi prochain, on a une session qui est dédiée à ça. On a pris un temps pour s'approprier, comprendre la méthode, lire dessus et essayer de comprendre comment ça marche. Et mardi prochain, quand on sera tous ensemble, on va tester. On va tester du feedback, on va essayer de le faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, il n'y a qu'en pratiquant et en essayant et en se trompant, d'ailleurs, qu'on arrive à progresser. Et en fait, comme on était tous d'accord pour le faire et qu'on a tous joué le jeu, il y avait une atmosphère comme ça qui était assez chouette parce que comme on est tous dans le même bateau et qu'on va tous quelque part avoir cette posture soit de donner, soit de recevoir et qu'on sait qu'on est là pour apprendre ensemble en même temps, on se décomplexe beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre un pied dans le feedback. D'abord, on s'est entraîné vraiment de manière collective avant d'oser de le faire en one-to-one entre 2 membres de l'équipe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai. Le fait de passer par le collectif, ça m'a vraiment aidé parce que on se met en mode entraînement et on essaye. Et même si on se trompe, c'est pas grave, on recommence. On a donné un fait où il y avait un jugement. Là, on se dit, ah non, en fait, là, ce que je viens de dire, il y a un jugement. Attendez, je recommence. Au lieu de dire, il est arrivé en retard à la réunion, je dis, il est arrivé à 9h10 alors que la réunion commençait à 9h. Ok, je préfère dire comme ça parce qu'il y a moins de jugement, par exemple. Et on se reprend et on accepte de faire des erreurs, de sortir de la méthode et de s'améliorer ensemble. Donc, je pense que s'il y a un truc à faire pour démarrer, c'est
démarrer, pas forcément en énorme équipe, peut-être qu'en petit comité déjà, ça suffit, et avec des personnes qui sont à l'aise les unes avec les autres. Je pense que ça, c'est important pour commencer. Si dans votre équipe, vous sentez qu'il y a, je sais pas, 3-4 personnes qui interagissent bien ensemble, qui s'entendent bien, ben, on peut commencer une expérimentation avec un petit noyau et ensuite ouvrir et impliquer d'autres personnes et élargir ça en pratiquant. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut limiter la taille du groupe. On ne s'entraîne pas à faire un feedback à 12 ou 15. On fait ça en plus petit comité. Merci Juliette. Dernière question qui me fait un petit peu sourire. Sarah, quel feedback à chaud ferais-tu à Juliette suite à ce webinaire? Juliette, est-ce que tu serais prête à recevoir un feedback? Ouais, parfait. L'occasion est merveilleuse, je t'écoute. Ok, ça va être un micro cas pratique. Juliette, tu as animé le webinaire de cet après-midi sur le feedback. Tu es à distance et c'est au moins le 4e, 5e webinaire qu'on co-anime ensemble. J'ai remarqué que tu as été souriante, très souriante sur la deuxième moitié du webinaire, moins sur la première partie. Ton regard s'est fixé davantage sur la caméra lorsque je te l'ai fait remarquer qu'il était davantage sur le côté. Et à chaque fois, tu as adopté ta posture en conséquence. Je me suis sentie à ton écoute pour en faire un exercice agréable, enfin, pour en faire quelque chose d'agréable pour les participants. Et voilà. Pris sur le vif avec un mini feedback pour clôturer ce webinaire. Juliette, est-ce que tu voudrais nous proposer une réflexion ou un mot de clôture sur le sujet? Je pense que si vous êtes intéressé par la culture du feedback, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour du côté de la CNV. Je pense que c'est... Voilà, sans être un maître Jedi de la CNV, il y a des petits livres qui ont été écrits par Marshall Rosenberg qui sont des tout petits bouquins très courts dont on pourrait vous envoyer les références à la suite de ce webinaire, qui peuvent vraiment être un complément très très éclairant sur apprendre ce que c'est à formuler des faits sans jugement, parce que le dire comme ça paraît simple et en fait quand on le pratique, on se rend compte que c'est pareil, ça demande de la pratique. Voilà, donc j'ai envie de vous inviter à prendre le temps de lire tranquillement, sereinement, sans vous mettre la pression. Et si vous avez envie de commencer à pratiquer, à commencer à pratiquer et à ne pas avoir peur de faire à sortir de la méthode un peu au début en utilisant des sujets légers. Je pense que il y a un truc à résumer, c'est ça. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et si possible, pas forcément par quelque chose de trop risqué ou de trop émotionnellement engageant. Merci pour ce mot de clôture. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et d'être rendu disponible, Juliette. Merci à tous les participants pour vos retours. Et donc pour information, vous retrouverez le replay de ce webinaire disponible sur le site web de Cénarii dans quelques jours. Et je vous fais suivre par mail les références dont on a pu parler pendant ce webinaire. Merci. Et à bientôt.